Bien, mesdames et messieurs, chers amis journalistes qui êtes en relation par visio et ceux qui sont présents bien sûr, je suis heureux de vous saluer et de vous remercier d'avoir accepté de partager ces quelques instants pour revenir sur cette loi de programmation militaire qui va trouver ici au Sénat demain sa conclusion définitive par l'adoption, je l'espère, des conclusions de la commission mixte paritaire qui s'est tenue lundi. Avant tout, je voudrais saluer le travail parlementaire qui a été effectué au sein de cette Assemblée. Vous vous souvenez que nous n'avions pas retenu la proposition du ministre de participer à des groupes de travail de 60 à 80 participants, certainement des personnalités tout à fait honorables, mais il ne nous paraissait pas que le travail pouvait être effectué dans les meilleures conditions. Et donc, avec l'aide de mes rapporteurs adjoints, essentiellement du reste les rapporteurs budgétaires de la Commission, qui connaissent nos forces armées depuis des années et qui suivent son activité avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention, eh bien avec ces rapporteurs adjoints, nous avons pu faire un travail préparatoire à la Commission. Et donc je veux avoir une pensée pour ces 11 rapporteurs délégués qui m'ont bien évidemment beaucoup aidé et assisté dans l'élaboration de la position du Sénat sur laquelle je vais revenir. Par ailleurs, je voudrais souligner qu'ici au Sénat, il y a eu un très large consensus au sein des différents groupes. Je pense bien sûr aux Républicains, mais je veux aussi saluer le groupe de nos collègues socialistes qui a été à la fois très constructif au cours de la discussion, mais aussi dans les moments toujours un petit peu plus compliqués de la commission mixte paritaire. Saluer aussi l'Union centriste, le RDSE, les indépendants, et même nos collègues du groupe communiste. J'ai souhaité, tout au long de cette discussion et avec la volonté de donner à chacun la possibilité de participer à la construction de ce document législatif très important. Et donc c'est ce qui nous avait permis, notamment dans la première phase, de retenir un certain nombre d'amendements de chaque groupe pour bien souligner, encore une fois, l'importance du travail collectif. Enfin, avant d'en venir à l'essentiel de mon propos, je voudrais avoir aussi une pensée amicale pour nos collègues de l'Assemblée nationale, notamment mon collègue président Thomas Gassillou et aussi le rapporteur Jean-Michel Jacques, et avec Sabine Tillet, bien sûr, pour la commission des lois de l'Assemblée nationale. Nous avons pu faire un travail à la fois respectueux des positions de chacun, mais qui nous a permis d'aboutir après des péripéties, comme il peut toujours y en avoir. Mais je rappelle que mettre au point une enveloppe de 413 milliards n'est pas chose facile, et donc il était assez normal qu'il y ait quelques discussions approfondies qui nous ont occupé une bonne partie du week-end. Alors maintenant, sur le fond, je voudrais souligner ce qui a déjà été rapporté par un certain nombre de dépêches de presse. En tous les cas, la manière dont le Sénat a souhaité donner en quelque sorte sa marque, je dirais de manière un petit peu rapide, mettre sa patte sur le texte pour y apporter des éléments qui nous paraissaient essentiels. Nous l'avions fait précédemment. J'avais eu l'honneur d'être déjà rapporteur de la première loi de programmation militaire. Et à chaque fois, le Sénat essaye, par la qualité de son travail, de donner un peu plus de profondeur et une visibilité plus claire des ambitions de cette loi de programmation militaire. L'essentiel de notre travail a consisté à solliciter du gouvernement une accélération immédiate, la plus rapide possible en tous les cas, des crédits supplémentaires afin de répondre à la fois à un contexte géopolitique particulièrement grave et inquiétant, évidemment en relation avec les événements d'Ukraine, et puis aussi conduire le gouvernement à éclaircir la présentation budgétaire qu'il avait fait, ce qui ne nous semblait pas d'une clarté absolue. Vous vous souvenez qu'à Mont-de-Marsan, le président de la République a présenté une loi de programmation militaire à 413 milliards qui se subdivisait en 400 milliards de crédits de paiement, en quelque sorte d'argent budgété, et puis 13 milliards qui eux-mêmes se ventilaient en 5 milliards 9
de recettes extra-budgétaires, mais à peu près identifiées. Je pense aux ventes immobilières, je pense aux produits de l'activité médicale des hôpitaux militaires, je pense aux ventes de fréquences et d'autres quelques dépenses, quelques crédits que l'on pouvait identifier. Et puis à cela se surajoutait, pour faire les 13 milliards, 7 milliards 3 ou 7 milliards 4 qui, eux, ne correspondaient véritablement pas à des recettes budgétaires. On les a présentés comme étant les reports de charges et les marges frictionnelles. Et derrière ces termes tout à fait abscons se cache effectivement ce qui se passera sûrement, c'est-à-dire des retards de programme, car une loi de programme sur 7 ans n'est évidemment pas prévisible à l'euro près. Mais vous savez que de tout temps, le Sénat a été et reste très attentif à tout ce qui relève des recettes extra-budgétaires, c'est-à-dire de promesses qu'on a beaucoup de mal à tenir, puisque les recettes, en fait, ne sont pas identifiées. En revanche, comme je viens de le dire, ce que nous voulions, c'était que la mise à niveau de nos forces armées, notamment pour tout ce qui concerne la mise en condition opérationnelle, c'est-à-dire concrètement l'entraînement de nos forces, les formations, toute la logistique qui entoure la mise en œuvre des disponibilités de nos forces armées, nous souhaitons bien évidemment que ces crédits augmente bien sûr, mais augmente le plus rapidement possible, c'est-à-dire dès 2024, alors qu'initialement, le gouvernement avait préparé une loi de programmation militaire qui reprenait en quelque sorte l'actuelle loi. Je rappelle que l'actuelle loi prévoit une dépense de l'ordre de 3 milliards par an. Et là, les annuités qu'on nous présentait jusqu'en 2027, c'était toujours 3 milliards par an. Ce qui fait que nous avons dû répondre à de nombreuses questions de notre collègue qui disaient « Mais à quoi sert une loi de programmation militaire nouvelle si c'est pour dépenser la même chose ?» Et donc l'essentiel de notre réflexion portait justement sur cette nécessité d'apporter une réponse à cette grande difficulté de nos forces armées. Je donne, et j'ai eu l'occasion de donner au cours du débat, quelques exemples qui permettent de mieux toucher la réalité. On a par exemple 4 régiments de chars blindés Leclerc, et ils sont les uns et les autres en fait à 50% de leur activité, car quand il ne manque pas des munitions, il manque de l'entretien, et quand on a les munitions et l'entretien, on n'a pas le char à disposition. De la même manière, on s'aperçoit que par exemple sur le pilotage des Rafales, on a un niveau d'entraînement tout à fait insuffisant, puisqu'on est de l'ordre de 120 ou 130 heures, alors que la norme OTAN est de 220, ce qui fait que normalement, une bonne partie du temps de ces pilotes doit être sûrement d'attendre dans des salles pour voir s'ils ont la possibilité de voler, s'ils ont le kérosène, s'ils ont l'appareil disponible. Donc on voit bien concrètement que ceci pose des graves difficultés à un moment où la France a besoin, comme les pays occidentaux, de mobiliser toutes ses forces, car personne ne sait aujourd'hui comment tournera l'agression russe contre l'Ukraine. Et donc il faut que plus que jamais nos forces armées soient les plus opérationnelles possibles. Et donc une bonne partie de la discussion que nous avons eue jusque tard dans la nuit de dimanche à lundi, dans les réunions ultimes de concertation avant la CMP elle-même, tout l'objectif était effectivement d'obtenir les efforts nécessaires. Nous l'avions obtenu dans un premier temps à hauteur de 2 milliards sur les années 24, 25, 26 et 27, les 4 premières années. Et nous avons considéré que 2 milliards n'étaient pas suffisants. Et donc nous avons noué cette discussion avec les interruptions de séance que ce genre de pratique nécessite. Et au final, grâce du reste à l'intervention du président du Sénat qui a lui-même contacté la Première ministre, nous avons pu obtenir une rallonge. Et donc c'est à 2 milliards 300 millions de crédits supplémentaires pour les 4 années 2024, 25, 26, 27 que nous allons mettre à disposition des forces armées à travers les exercices budgétaires qui vont se suivre, puisqu'évidemment une loi de programmation budgétaire ne vit qu'à travers les budgets successifs qui permettent sa réalisation. Et donc
chemin faisant, nous avons pu lever en quelque sorte deux paradoxes. Le premier que j'ai évoqué, sur lequel je reviens un instant, c'est la clarification de la trajectoire budgétaire, puisqu'encore une fois, on nous proposait des recettes qui n'existaient pas, en vérité, pour parler à un langage simple, qui pourront peut-être exister. Les reports de charges existent systématiquement, et on nous a cité à juste titre le fait que l'actuelle loi de programmation militaire, qui est partie à 196 milliards, se terminera à 302, 303 ou 304. Ce n'est pas tout à fait étonnant. Mais nous, ce que nous voulons, c'est effectivement, nous voulions que ce document soit le plus proche de la réalité possible. Et donc là, nous avons eu de longues discussions, des soirées entières, avec le gouvernement qui nous expliquait que ce n'était pas des recettes, mais c'en était tout de même. Alors on a dû composer. Pour nous, notre idée était de revenir à ces 400 milliards de crédits de paiement, et tout au long de la discussion, alors même qu'on a pu nous dire, tenter de nous convaincre que l'on voulait augmenter les crédits, tel n'était pas notre souhait. Notre souhait était de bien préciser quelle était la portée de cette loi de programmation militaire. Et puis, ce que nous voulions aussi, c'est de ne pas avoir des effets de courbes qui s'aplatissaient ou qui s'enfonçaient ou qui marquaient un faux plat. Nous souhaitions avoir d'une manière générale une progression la plus constante possible. Et c'est ce à quoi, globalement, nous sommes arrivés, puisque dès 2024, ce sont 3,3 milliards qui seront dépensés. De la même manière, en 2025, et je dois dire, ces 2 années sont pour nous absolument essentielles. Elles sont cumulatives, c'est-à-dire que les 300 millions de 2024 s'additionneront à ceux de 25, et nous continuerons 3 milliards en 26, 3 milliards en 27, et puis après, on passera à 3,6 milliards. Donc l'effort sera continu. Car ce que nous voulions, c'est lever l'idée selon laquelle le gouvernement actuel repoussait à 2027, qui, comme par hasard, je crois, doit être l'année de l'élection présidentielle, on ne considérait comme quelque chose de pas tout à fait sincère de reporter l'effort à un nouvel environnement politique, un nouveau président de la République. Donc c'est ce qui a été compris en tous les cas par le gouvernement, puisqu'encore une fois, la courbe a été modifiée. Voilà donc, j'allais dire, pour l'essentiel de l'apport du Sénat, c'est-à-dire cette volonté d'augmenter immédiatement les marges qui vont permettre une mise en condition opérationnelle beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Je le mets du reste en toile de fond de la situation en matière de relations humaines au sein des armées, car là aussi c'est un véritable souci. Tout le monde commente ici ou là non seulement la défidélisation, c'est-à-dire le fait que des militaires quittent les armées assez prématurément, mais aussi l'autre fait que, par exemple, 1500 postes budgétaires ont été ouverts au sein des armées et seulement 700 ont été occupés par de nouveaux recrutements, ce qui montre que les carrières militaires, notamment dans les parties les plus technologiques, les plus pointues, sont beaucoup moins attractives que ce que l'on souhaiterait. Et donc ça, c'est un véritable sujet. Donc 2,3 milliards de crédits de 2024 à 2027, c'est-à-dire une accélération très forte de l'argent que nous allons mettre à disposition des armées pour s'entraîner, se former, s'équiper. Et donc ça, c'est un point important. Le deuxième axe de notre intervention visait à renforcer le contrôle parlementaire, parce qu'en effet, nous devons porter ce lien entre le gouvernement, ses décisions, et l'opinion publique. 413 milliards par les temps qui courent, ce n'est pas une petite affaire. Et donc, il est absolument nécessaire que nous puissions mieux contrôler le dispositif annuel des dépenses. Et c'était notre exigence d'obtenir de la part du gouvernement chaque année ce que l'on appelle les chroniques de commandes et les livraisons de matériel, c'est-à-dire concrètement quels sont les matériels qui sont commandés, et de telle sorte de pouvoir suivre cette évolution et voir si ça correspond bien à nos orientations. Alors nous avons fait un pas vers le gouvernement qui ne souhaitait pas, pour des raisons assez compréhensibles, que ces chroniques budgétaires affichent les prix, parce que bien évidemment, il y a à la fois l'exportation et puis la relation avec les industriels qui doit évidemment donner au gouvernement tous les moyens d'agir. Mais donc nous avons réussi là à une avancée que
que l'on nous avait promis déjà sous la loi de programmation militaire précédente, du temps de la prédécesseur de M. Lecornu, mais qui manifestement n'avait pas fait l'objet d'une pratique réelle. Et nous avions du reste soulevé ce problème lors de la petite tension que nous avions vécue en 2021, je crois, avec la ministre des Armées de l'époque, sur ces documents. Encore une fois, si on veut que les parlementaires portent le message fort d'une telle dépense, il faut que l'on puisse justifier et contrôler l'ensemble des commandes, ce qui est le rôle, somme toute, du Parlement dans cette affaire. Et puis, nous avons pu négocier et obtenir de la part du gouvernement quelques avancées importantes. Je pense à la délégation parlementaire au renseignement, dont j'ai l'honneur d'assurer la vice-présidence. Cette délégation parlementaire au renseignement se voyait régulièrement refuser d'aborder dans ces débats les sujets d'actualité. Et donc nous n'avions pas les auditions que nous souhaitions. On nous disait qu'il fallait ne travailler que sur des événements postérieurement au temps où ils s'étaient accomplis. Et il nous semble que l'actualité en matière de renseignement est telle et suffisamment riche et parfois suffisamment inquiétante pour que nous puissions bien évidemment obtenir ces renseignements. Ceci a été accordé. Enfin, sur ce deuxième point du contrôle parlementaire, c'est certainement l'une des avancées les plus marquantes. C'est l'affaire des exportations d'armes. Les ventes d'armes, vous le savez, font l'objet régulièrement d'enquêtes et de la part de médias ou d'ONG qui légitimement s'intéressent sur le point de savoir si le Parlement peut effectuer un contrôle ou une évaluation de ces exportations d'armes. Je rappelle le système actuel qui fonctionne. Ces licences sont accordées par la CIEMG, qui est un organisme interministériel dépendant du Premier ministre, et qui donne ou ne donne pas les licences. Nous ne siégeons évidemment pas et nous n'avons aucune vocation ni aucune volonté de participer à ce travail qui relève des compétences de l'exécutif. Ce que nous voulions, c'est aller un tout petit peu plus loin, puisque contrairement à tout ce qui se passe dans bien d'autres pays, nous recevons chaque année un rapport assez modeste, somme toute, qui ne donne pas la véritable perception de ce qui se fait en matière de licence. Et donc, j'avais moi-même, j'étais confronté en tant que rapporteur à plusieurs amendements qui visaient carrément à instituer une délégation parlementaire aux exportations d'armes. Personnellement, je n'y suis pas favorable parce que, respectueux de la Constitution, je pense effectivement que ce domaine relève de l'exécutif. Mais nous avions, afin de trouver un consensus avec les différents groupes qui avaient présenté ces amendements, je m'étais engagé à déposer un amendement qui utilisait la délégation parlementaire au renseignement et qui faisait en quelque sorte de la DPR le réceptacle d'une information du Parlement. Bon, le gouvernement n'était pas favorable à cette solution et donc nous avons négocié un premier pas qui me semble quand même tout à fait essentiel, puisque va être instituée une commission parlementaire d'évaluation de la politique d'exportation d'armement. Ça n'a jamais existé dans notre pays. Elle sera composée de 3 députés et de 3 sénateurs, toujours bien évidemment tenus aux règles de confidentialité que ce genre de sujet nécessite, et elle sera présidée alternativement par les 2 présidents de commission de la défense de nos 2 assemblées. Et donc, je dois dire que le gouvernement a été assez réticent jusqu'au dernier moment de la négociation. Et c'est un apport tout à fait conséquent du Sénat, puisque je rappelle qu'il y avait eu une proposition de loi de l'Assemblée nationale qui n'avait pas pu aboutir. Et c'est un premier point donc, que nous considérons comme assez positif, car l'affaire des exportations d'armes est un sujet sur lequel le Parlement doit bien évidemment pouvoir porter un jugement ex post, mais en tous les cas avoir des moyens d'une évaluation de cette politique, sachant que nous ne sommes pas là pour le contrôler et que ça reste bien évidemment une compétence gouvernementale. Le troisième axe concernait le financement de la BITD. Vous savez que à la fois par la conjugaison des règles de taxonomie et de frilosité du système bancaire français, non pas les grands groupes industriels, mais les petites et moyennes entreprises qui sont très souvent sur des niches excessivement technologiques, qui nécessitent de faire des investissements très poussés, très coûteux, ne trouvent pas la réponse bancaire, la réponse en moyens financiers
qui est adéquate, et alors que nous avons absolument besoin de maintenir ces investissements et donc leur financement bancaire. Et c'est ce pourquoi, à l'initiative de notre collègue Pascal Alizard, avait été proposé un système qui a fait couler un petit peu d'encre du côté de Bercy, un livret de souveraineté, c'est-à-dire à la manière du livret de développement durable, la possibilité d'intéresser les Françaises et les Français à leur propre sécurité en investissant à la hauteur de leurs moyens et sur la base du volontariat, cela va sans dire, un peu d'argent sur ces petites et moyennes entreprises qui ont absolument besoin de financement de la part d'un système bancaire qui semble leur refuser. Alors, inutile de vous dire que ça a créé beaucoup de discussions. D'abord parce que la vocation de la Commission des affaires étrangères et de la défense n'est pas de mettre en place des systèmes financiers, en tous les cas de les décrire dans leurs détails. Donc ça aurait donné lieu à des décrets d'application. Mais on nous a opposé toutes sortes d'arguments, y compris celui qui nous taxait de vouloir porter atteinte au financement du logement social à travers le livret A, ce qui est évidemment hors de proportion avec le projet tel que nous le proposons. Alors finalement, voyant qu'il y avait là un point de blocage, mais que nous voulions avancer, nous sommes convenus de faire un premier pas en acceptant, donc en proposant donc une modification du Code monétaire et financier pour permettre le financement par l'intermédiaire du livret A à des entreprises de souveraineté, ce qui va permettre sur la masse du livret A et à due proportion des besoins, bien évidemment, de pouvoir aider les entreprises de défense explicitement visées comme telles. Le Sénat a insisté sur le point de bien préciser les entreprises de défense. Nous avons fait en sorte que ces entreprises de défense puissent bénéficier d'une partie du livret A. Je rappelle que le livret A, c'est plus de 375 milliards d'euros. Nous n'avons pas l'intention de mettre tout cet argent sur les petites et moyennes entreprises, mais au moins, cet amendement était comme un appel pour dire on ne peut pas laisser continuer cette situation qui est évidemment tout à fait inquiétante pour les petites et moyennes entreprises qui régulièrement nous saisissent et nous demandent d'intervenir auprès des banques. Et c'est à l'État de prendre ce sujet à bras-le-corps. C'est l'État qui a les moyens. Je rappelle qu'il a quand même la tutelle de la Banque de France. Et c'est à lui de donner des instructions aux banques. Voilà en quelque sorte, et pour ne pas allonger mon propos et pouvoir me prêter aux questions si vous le souhaitez, les principaux enseignements que je tire. Donc à la fois ces 2 milliards 300 millions disponibles sur les 4 premières années qui vont permettre immédiatement d'investir et de l'argent sur la mise en condition opérationnelle de nos forces armées, de les mettre à niveau, de renforcer leur entraînement, de leur donner tous les moyens nécessaires, et puis aussi renforcement du contrôle parlementaire avec notamment cette commission d'évaluation de la politique d'exportation, et aussi un souci vers nos entreprises de la BITD, les plus petites et les moyennes, les ETI, toutes celles et ceux qui ont besoin de notre soutien. Voilà, chers amis, pour avoir des idées assez claires et précises de ce que j'espère nous allons entériner demain à travers le vote qui interviendra pour approuver les conclusions de la commission mixte paritaire. Je dois dire que même si ceci a donné lieu à des moments, non pas de tension, mais en tous les cas d'échange, ce qui est tout à fait normal, tout ça s'est passé dans un bon climat, avec les discussions, les interruptions nécessaires, y compris nocturnes, mais qui ont fait qu'on a beaucoup investi de notre temps et de notre sommeil. Mais j'ai été, je dois dire, et je reste personnellement très fier d'avoir pu porter le rapport de cette loi de programmation militaire qui, j'en suis persuadé, fera qu'en 2030, nos forces armées seront un peu plus musclées, un peu plus toniques, avec un peu plus de moyens et pour affronter des défis de la sécurité qui ne cessent malheureusement de se poser à nous, notamment à partir de la situation qui sévit en Ukraine, comme vous le savez, et qui ne s'arrange guère, et pour ne pas dire qui s'aggrave de jour en jour. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis journalistes, ce que je voulais dire. Et maintenant, je me prête bien évidemment aux questions, si vous en avez. Monsieur Cabirol, que je suis heureux de saluer. Merci Michel Cabirol, La Tribune. Juste une clarification. Alors, c'est vrai que je suis arrivé en retard, je m'en excuse par avance. Sur la clarification des 13 milliards de recettes extra-budgétaires, est-ce que vous avez des certitudes après les discussions que vous avez eues avec le gouvernement? Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, vous avez évoqué effectivement le livret de souveraineté qui s'est transformé, en tout cas via le livret A, en une aide pour la BITD, notamment pour les PME et les ETI et les startups.
start-up, évidemment. Ça concerne uniquement les entreprises de défense, mais quand vous dites entreprises de défense, c'est en général des entreprises duales. Donc, juste une clarification sur le thème sur la précision entreprise de défense. Alors, sur la première question, je redis comment nous avons apprécié ces 13 milliards. Ces 13 milliards, en fait, étaient une annonce qui résultait, me semble-t-il, d'une négociation très compliquée qui était intervenue dans la préparation de cette LPM entre le gouvernement, le ministre, Bercy. Et donc, c'était une présentation, j'allais dire, un peu améliorée des choses en divisant, enfin en présentant 13 milliards supplémentaires de recettes extra-budgétaires, ces recettes extra-budgétaires contre lesquelles le Parlement d'une manière générale n'est pas très favorable, pour lesquelles le Parlement n'est pas très favorable. Alors ces recettes extra-budgétaires se divisaient en deux, 5 milliards 9, je dis bien 5 milliards 9 de recettes extra-budgétaires à peu près identifiées. Je le rappelle, les ventes immobilières du secteur des armées, les ventes de fréquences, et puis les produits de l'activité hospitalière et médicale des armées, puisque les hôpitaux militaires reçoivent aussi des populations civiles qui payent évidemment des redevances et des soins. Et bon, on aurait pu du reste s'arrêter là et dire 400 milliards plus 5 milliards 9, disons que la conversation aurait été plus facile tout au long des débats. À cela s'ajoutait donc plus de 7 milliards, 7 milliards 4, si je fais compter sur mes doigts, 7 milliards 4 de recettes extra-budgétaires non identifiées. Alors dans l'esprit du gouvernement, et on ne va pas reprendre avec le gouvernement la polémique sur ce sujet, dans l'esprit du gouvernement, il s'agissait de produits qui proviennent des reports de charges et de ce qu'on appelle les marges frictionnelles. Pour parler dans un langage à peu près cohérent, c'est les retards de programme, c'est-à-dire effectivement si vous commandez un Airbus ou un Rafale et qui n'est pas livré à temps, le programme peut être déporté d'une année, de 6 mois. Et il y a toujours des événements dans une loi de programmation militaire qui fait que tous les programmes n'arrivent pas en temps et en heure. Et donc si vous commandez un Airbus, un A400M qui n'est pas livré, par définition, vous ne le payez pas. Donc la somme est reportée. Donc ce sont des reports de charges tout à fait classiques dans la vie de l'entreprise. On connaît tout à fait ça. Nous ne contestons pas ce point. Et nous pensons effectivement qu'il y aura des reports de charges et il y aura des marges frictionnelles. Mais si vous voulez, nous ne les considérions pas, au cours de cette discussion, et notre sentiment demeure, nous ne les considérons pas comme des recettes qu'il convient, que l'on peut avancer, qui couvrent des dépenses. Si elles arrivent, tant mieux, et ça améliorera le régime des forces armées qui en ont bien besoin depuis plus de 25 ans d'éreintement. Mais pour nous, ce ne sont pas des ressources. Si je vous dis que je vous fais un cadeau de 100 euros et puis que je vous en donne 80 et je vous dis mais il y aura 20 euros qui arriveront, vous me direz les 20 euros je ne les ai pas dans ma poche. C'est un petit peu ce raisonnement que nous avons appliqué. Donc ça c'est effectivement la part qui était vraiment le fondement de notre discussion. Le ministre s'est donné beaucoup de mal pour tenter de nous convaincre, mais on a eu quelques difficultés à bien comprendre. On est peut-être beaucoup moins intelligent, mais toujours est-il que ce n'est pas dans notre perception des choses d'identifier dans une loi de programme des recettes qui n'ont pas de véritable complément. 400 milliards, ça c'est des recettes budgétaires, c'est-à-dire ce sont des crédits de paiement. Tout le monde connaît bien la distinction entre les autorisations de programme et les crédits de paiement. Moi j'ai fait ça en tant que maire et quand je voulais avoir des effets de séance, j'annonçais des autorisations de programme, mais comme je n'avais pas l'argent, je n'allais pas fatalement au bout du projet. Donc voilà, sur ce sujet. Alors en ce qui concerne le financement de la BITD, bien sur les 7 milliards, donc finalement, il n'y a pas eu d'accord. C'est-à-dire qu'on laisse le gouvernement avec son chiffre 400-413, si vous voulez. Alors, selon que vous acceptez la première version, j'allais dire budgétaire au sens strict du terme, nous, on prend 400 milliards de crédits de paiement. Et puis, le gouvernement peut toujours dire qu'il y en a 13. Je rappelle tout de même un élément que je n'ai pas signalé dans ce propos liminaire, mais que dans ce budget, le gouvernement identifie le niveau de l'inflation, la perte en inflation à 30 milliards, ce qui est absolument considérable. Donc quand vous fixez un chiffre pareil d'inflation, j'entendais ce matin les premières nouvelles qui nous disaient que l'inflation a tendance à diminuer,
tant mieux, tant mieux. Ça veut dire que cet argent pourra permettre l'acquisition de nouveaux équipements et donc ça ira dans le bon sens. Mais on pense effectivement que ces recettes extra-budgétaires, comme leur nom l'indique, et elles n'ont été revendiquées comme telles par le ministre, elles ne pouvaient pas être dans le budget. Donc on les a pas retenues, mais on les laisse dans la communication du gouvernement comme étant une hypothèse bénéfique pour les forces armées. Ben oui, mais il eût fallu dans ce cas-là apporter l'argent et ce n'était pas manifestement dans le projet du gouvernement dans le cadre de la future loi de programme des finances publiques, parce que si vous mettez des recettes budgétaires, dans ce cas-là, ou alors il faut mettre des impôts, ou alors comme nos collègues socialistes l'avaient proposé, il faut taxer les assurances vie. Enfin, vous voyez, il faut trouver des éléments concrets. Comme on ne les a pas trouvés, on laisse cette communication 400-413. Si les 13 viennent, tant mieux. S'il y en a même 15 ou 18, ce sera encore beaucoup mieux. Et si on a un peu moins d'inflation, ce sera le bonheur absolu. Et ça voudra dire qu'on rattrapera le temps que l'on a perdu. Mais ce que l'on veut, nous, c'est des engagements concrets, parce que nos forces armées ont perdu beaucoup, et ça a été toujours dans les lois de programmation militaire précédentes, ça a toujours été là où le gouvernement récupérait une partie de ce qu'il avait donné. C'est toujours sur le MCO, sur la mise en condition opérationnelle, parce que c'était assez facile, ça ne se voyait pas beaucoup, et par définition, les militaires sont très disciplinés, donc personne ne protestait. Mais donc là, on s'est livré à un exercice de vérité budgétaire, et je crois que ça va dans le bon sens. Et nos collègues de l'Assemblée nationale n'ont pas été insensibles, me semble-t-il, à ce travail de vérité que nous avons effectué. Alors, en ce qui concerne le financement de la BITD, notamment sur les petites et moyennes entreprises, pour l'instant, c'est une décision de principe qui, du reste, pour lequel on s'est donné 2 années d'expérimentation pour voir si effectivement on entrait dans ce dispositif. Alors, au jour d'aujourd'hui, rien n'a été véritablement précisé sur les entreprises duales, mais nous, ce qui nous importe, c'est que ce soit la partie, évidemment, défense de ces entreprises qui puissent bénéficier d'un financement, et ce sont des entreprises françaises, cela va sans dire. Alors, chez nos amis qui sont en visio, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et j'étais si clair. C'est Cabirol. Sur la partie exportation, donc le droit donné au Parlement de regarder, en tout cas de ne pas contrôler, mais en tout cas de constater en tout cas les licences d'exportation. Évidemment, on est dans un régime où tout le monde joue le jeu, mais n'est-ce pas la porte ouverte à des dérives éventuellement de groupes parlementaires de dévoiler certaines commandes ou certaines licences qui seraient susceptibles d'être, je dirais, polémiques? Je pense que le danger existe bien évidemment, car une loi de programmation militaire qui s'étale sur 7 ans ne préjuge pas, ne serait-ce que des résultats des élections législatives qui interviendront au milieu de la loi de programmation militaire. J'ose croire néanmoins que de part et d'autre, au Sénat, j'en suis sûr, à l'Assemblée, je l'espère, la raison l'emportera, car bien évidemment, personne n'oublie que les exportations d'armes, c'est une activité économique très importante. Je rappelle qu'elles font vivre plus de 200 000 salariés en France, et donc il faut que le Parlement se limite, j'allais presque dire constitutionnellement, à ses pouvoirs. Ce ne sont pas les pouvoirs du Parlement de participer à l'attribution des licences. Nous ne sommes ni aux États-Unis, ni dans d'autres pays européens. Nous avons une tradition qui donne à l'exécutif une compétence importante. En revanche, le Parlement doit pouvoir évaluer cette politique et pouvoir conseiller le gouvernement, comme nous le faisons sur la délégation parlementaire au renseignement. Si je prends l'expérience de la DPR, à laquelle j'ai l'honneur de siéger depuis quelques années, je dois dire que c'est quelles que soient les sensibilités, or vous savez que ce sont des commissions qui font la place aux différentes sensibilités, et donc il y a des élus qui siègent de différents groupes. Alors, certains ne sont pas représentés, c'est un fait, mais les groupes qui sont représentés au sein de cette DPR ont toujours absolument appliqué les règles absolues de confidentialité
qui conviennent. Je rappelle que même au sein de la délégation parlementaire au renseignement, nous avons la commission de vérification des fonds spéciaux. Donc vous imaginez, je veux dire, le côté particulièrement confidentiel qu'il peut y avoir, parce que cela pourrait mettre en jeu, y compris la vie de nos propres agents qui sont à l'étranger. Donc il y a des règles, et du reste nous sommes soumis à des contrôles et à des règles que l'on ne peut pas, sur lesquelles on ne peut pas transiger. Donc j'ose croire que ce dispositif restera dans l'esprit qui est celui qui est proposé, à savoir une commission d'évaluation. C'est le rôle du Parlement d'évaluer les politiques publiques. J'allais presque dire que c'est un rôle constitutionnellement reconnu. D'autres questions? Je vois des amis journalistes à l'écran. Oui? Oui. Oui, je vous en prie. Bonjour, monsieur le sénateur. Deux questions. Quel bilan vous faites sur les volets cyber relatifs à l'ANSSI, la LPM? Et une petite demande de précision par rapport au rapport sur la cyberdéfense des sénateurs Cadic et Vallet qui devait être publié, qui n'a pas encore été publié. Voilà. Est-ce que vous en savez les raisons? Sur la première question, ils vont être publiés. Je crois qu'il y a un léger retard technique d'impression. Nous avons plusieurs rapports qui font l'objet d'un petit délai de publication parce que en fin de session, toutes les commissions, évidemment, ce matin, nous avons voté par exemple 3 rapports excessivement passionnants, et j'espère que vous les lirez avec attention, et qui ne seront peut-être pas imprimés, dans les 8 jours. Alors, relatif aux relations avec l'ANSSI, bon, là, il y a des précisions assez techniques. Je veux juste reciter la validation que nous avons effectuée des articles 32 à 35 relatifs à l'ANSSI, sans modification par rapport au projet du gouvernement. Il y avait la volonté, effectivement, notamment vis-à-vis d'un organisme, la CNDTR, excusez-moi, la fatigue aidant de temps à autre, je me perds dans les acronymes. Bon, il y avait une volonté de la CNDTR de procéder à la saisie de données, y compris à distance, de ces organismes qui sont, ce qui est tout à fait compréhensible, attentifs à ne pas être l'objet de contrôles qui, pour l'instant, sont plutôt bien exercés par les organismes d'État. Et en ce qui concerne donc ce dispositif, l'article 35 bis introduit, que le Sénat a introduit, va obliger l'ANSSI à faire un rapport au Parlement sur le filtrage des noms de domaines Internet. Donc vous voyez qu'il y a tout de même toujours le même souci d'information du Parlement, mais sans mettre en cause ces organismes. De la même manière, il y a eu une longue discussion sur l'habilitation, voilà, l'habilitation que l'on souhaitait donner. Il ne fallait pas non plus, l'ANSSI nous avait fait part de la nécessité de ne pas alourdir le dispositif actuel. Ce sont des agents qui ont des habilitations déjà. Il n'était pas nécessaire de renforcer et de compléter ce dispositif. Ça a été des discussions assez délicates, mais je dois dire que nos collègues, et notamment ceux qui représentent la CNCTR, ont très vite compris que tout renforcement de ces dispositifs d'abord nécessitait des aménagements techniques excessivement compliqués qui de toute façon n'auraient rendu aucun dispositif utilisable avant 2025. Donc là, je pense qu'il va y avoir demain, dans la déclaration du ministre, quelques éléments qui devraient nous être délivrés sur tout ce chapitre concernant le renseignement, le rôle de la CNCTR. J'ai demandé au ministre de préciser ses intentions de telle sorte qu'il puisse à la fois rassurer les intervenants qui sont venus sur ces amendements. Et mon sentiment personnel est qu'effectivement, au moins un débat, si ce n'est une loi dans ces domaines, devra intervenir et ne pas modifier des équilibres qui existent actuellement à la faveur d'amendements dans une loi de programme. C'est des sujets qui sont très importants et qui mettent aussi en cause la protection des libertés. Et vous savez combien le Sénat est attentif à ce point. Alors, une autre... Faites un petit geste que je vois si vous êtes... Je vous vois à l'écran, mais je ne sais. D'autres questions? Profitez-en, hein, parce que après, demain, ce sera trop tard. Ah. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien.
Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Moi, j'avais une petite question sur les cibles. Il y avait eu un amendement capacitaire qui avait été assez remarqué dans la production du Sénat. Si j'ai bien compris, cet amendement a été passé par perte des profits. Est-ce que vous avez des regrets sur les grandes cibles capacitaires de cette LPM? Je pensais notamment au segment de la défense solaire, quand on voit que on va rester à horizon 2030 à 8 systèmes santé et 9 VMIK, on se rend compte que projeter une division avec aussi peu de stock, ça relève peut-être un petit peu de l'équilibrisme. Je veux savoir si cette LPM ne vous laissait pas un goût un petit peu amer sur ces cibles, qui sont quand même assez modestes sur beaucoup de segments. Merci beaucoup. Alors, évidemment, ce point a été longuement discuté à la fois par nos rapporteurs dans la préparation de la LPM et au cours du débat. Et vous savez que j'avais moi-même déposé un amendement 305, si mes souvenirs sont bons, un amendement dit capacitaire, qui justement visait à obtenir des engagements de la part de l'État sur l'accroissement d'un certain nombre d'équipements qui nous semblent effectivement insuffisants par rapport au contexte international. Je pense évidemment au programme Scorpion, par exemple, qui était absolument prioritaire dans la précédente LPM et qui a sensiblement ralenti. Je pense aux Rafales, je pense aux hélicoptères, les hélicoptères HIL qui passent de 167 à 20. Évidemment, ça peut paraître assez surprenant parce que les hélicoptères interarmes sont des équipements absolument nécessaires. Alors, bien évidemment, quand est intervenue la discussion et la volonté de compromis, il a fallu faire des choix. Et c'est vrai qu'après avoir pris la tâche du président du Sénat et en liaison avec les différents groupes, nous avons préféré non pas lâcher, mais en tous les cas moins identifier dans cette LPM toutes les prévisions capacitaires, parce que nous avons considéré que tout ce qui relevait du MCO était beaucoup plus prioritaire que d'avoir effectivement tel ou tel équipement en plus grand nombre. Ça ne veut pas dire que nous considérons que ce sont des préoccupations mineures. Alors bien évidemment, il faut aussi comprendre comment cette loi a été construite, car comme vous le soulignez très justement, cette loi de programmation militaire crée un effet optique qui est un petit peu agaçant, au sens où on s'est félicité, et je me félicite bien évidemment de cette augmentation de plus de 100 milliards, qui est quand même considérable dans le contexte budgétaire actuel, et pour nombre de programmes, ça aboutit à une forme de ralentissement des commandes. Alors, on peut l'expliquer de différentes manières. J'ai évoqué tout à fait déjà l'inflation, le fait que ces équipements beaucoup plus technologiques que ceux qui le remplacent sont aussi beaucoup plus coûteux. Un Rafale coûte beaucoup plus cher qu'un Mirage. Un Scorpion coûte évidemment beaucoup plus cher qu'un AMX-10 et on peut démultiplier ainsi à l'infini. Et donc je pense qu'il était préférable. Alors d'abord, l'exécutif était assez hostile en contestant en quelque sorte la compétence du Parlement pour fixer ligne après ligne ces objectifs capacitaires. Mais au-delà de ça, nous avons fait ce choix de faire le geste qui consistait à retirer cet amendement, ce que j'ai fait, afin de pouvoir nouer l'accord qui va donner la LPM, en faisant, encore une fois, ces 2,3 milliards de crédits supplémentaires sur l'entraînement, parce que ça nous semble encore plus essentiel que le reste. À quoi servirait d'entasser des engins blindés ou des avions dans les hangars s'il n'y a personne pour les servir? Et je crois que c'est ça le cœur de notre réflexion et c'est ça le cœur de notre apport, c'est-à-dire de notre apport, et non pas de nos rapports, de notre apport pour dire une armée doit être bien entraînée. Effectivement, il lui faut les matériels qui conviennent, mais on ne peut pas raisonner en capacitaire permanent. Je sais qu'il y a eu des réactions, il y a eu des commentaires, il y a eu des tribunes qui ont dit mais c'est insuffisant. C'est toujours insuffisant, bien évidemment. Nos forces armées rattraperaient encore plus vite leur retard si on avait 450 ou 500 milliards, mais telle n'est pas la situation et telle ne permet pas la situation budgétaire. Donc dans ce cas-là, quand on se dirige vers un compromis, il faut que chacun fasse un pas. Le pas du Parlement a été de renoncer à l'identification d'un accroissement capacitaire
pour privilégier l'entraînement de nos forces armées qui, à travers toutes les visites, tous les rapports, toutes les auditions, nous montrent à l'évidence qu'il y a là un très gros déficit. Et du reste, les témoignages que je reçois depuis la CMP, témoignages de nos forces armées, montrent que le Sénat était véritablement dans le bon sens. Alors, Monsieur Lamijon, peut-être, je ne sais pas. C'est bon pour moi, merci. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles vous souhaitez que je réponde? Bon. Est-ce que vous avez des regrets? J'ai toujours des regrets, mais j'ai des éléments de j'ai d'abord des éléments de satisfaction, hein, je le redis. 100 milliards de plus, c'est absolument considérable. Et ne boudons pas notre plaisir. Hein, ne boudons pas notre plaisir. Moi, vous savez, ayant un peu d'expérience de cette affaire dans la maison, j'ai aussi vécu des lois de programmation militaire qui suivaient une pente absolument descendante parce que, paraît-il, à l'époque, il fallait tirer les dividendes de la paix. On a vu ce que ça a donné. Donc, j'ai des éléments de satisfaction. J'ai l'élément de satisfaction de pouvoir conclure cette loi de programmation militaire parce que on peut aussi imaginer les conséquences qu'aurait eu le fait de ne pas se mettre d'accord et de repousser à plus loin dans le temps, puisque à la fois les vacances parlementaires, mais aussi les élections au Sénat, tout ça va repousser le calendrier. Je pense qu'il n'était pas, à la fois, il n'était pas nécessaire de gêner le chef des armées dans cette affaire, mais il fallait que le Parlement soit respecté. Et moi, ma satisfaction, c'est que les analyses que nous avons faites tout au long des rapports, tout au long du travail de fond que nous avons fait, ces analyses ont prévalu. Elles ont prévalu non seulement auprès de l'Assemblée nationale, et j'en remercie encore une fois le rapporteur et le président de la commission, mais elles ont prévalu auprès du gouvernement qui a entendu le signal qui était donné. Et je pense que sur les éléments les plus saillants, que ce soit cette augmentation des 2,3 milliards ou que ce soit la première commission d'évaluation des licences d'exportation, je pense que ce sont des éléments qu'il convient de mettre au crédit du Sénat. Ça a été fait du reste dans vos différents organes de presse. Ce n'est pas pour en tirer fierté, c'est que simplement on a le sens du devoir accompli. Et c'est le sentiment qui m'anime à l'instant que je vous parle. Donc le plus dur commence, l'exécution de la LPM. On peut dire les choses comme ça. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie toutes et tous. Merci de votre attention. C'est important, vous savez, le rapport que les médias vont en faire parce qu'il faut que l'opinion publique puisse comprendre cet effort. Une crise sociale de grande importance a tourné autour de 16 ou 17 milliards au moment des retraites. Là, on est à 413 milliards. Alors, bien évidemment, sur 7 ans et non pas annuellement, je précise, parce que des fois, c'est mal compris. Mais je pense qu'il était plus que jamais nécessaire que cette loi intervienne à un moment que nous n'avons pas cherché à créer, mais que d'immenses tensions au cœur de l'Europe. Jusqu'à présent, nous avions cette armée corps expéditionnaire, en quelque sorte, qui répondait au mandat que lui donnaient les Nations Unies ou que nécessitait l'application d'accords de défense que nous avions notamment en Afrique. Bon, maintenant, il y a un paysage tout à fait nouveau qui s'ouvre, et c'est notre propre sécurité qui peut être mise demain en cause, et on le voit constamment par des déclarations somme toute assez belliqueuses hein, de la Russie, ce qui est bien dommage venant d'un pays aussi important que la Russie. Mais il faut se préparer, et mon devoir de rapporteur, le devoir de mes collègues, c'est d'avoir aidé le gouvernement et le chef de l'État à prendre les bonnes décisions à un moment où, plus que jamais, nous avons besoin de renforcer nos forces qui sont admirables, qui ont rempli des missions absolument extraordinaires. Mais il était temps de s'interroger. On n'a pas totalement répondu à la question sur le modèle d'armée que nous souhaitions, hein, car ça nécessitait peut-être des débats plus approfondis, des échanges un peu plus nourris. Mais en tous les cas, je pense que nous sommes arrivés à un bon compromis qui, au fil des exercices budgétaires, va je l'espère, se concrétiser. Je dois dire à la vérité que la précédente LPM, qui est encore en cours, tant que cette loi de programme n'est pas encore promulguée et ne s'applique au 1er janvier prochain, c'est-à-dire qu'on peut reconnaître au gouvernement, malgré les turbulences budgétaires, que cette loi a été régulièrement, la précédente loi, enfin celle qui fonctionne encore maintenant, a été strictement appliquée. Et je pense qu'il faut arrêter
l'éreintement de nos forces armées, car la France a une position qui est respectée. Nous avons des engagements internationaux, nous sommes membres du Conseil de sécurité, nous sommes attendus sur tous les océans et dans de nombreux pays. Et pour ça, notre responsabilité est de donner les moyens aux forces armées. C'est la responsabilité du politique. Et il y a trop de menaces actuellement pour que nos forces armées n'aient pas les moyens d'agir. Merci à tous, à votre disposition. Et puis demain, résultat final, vote de la commission mixte paritaire. Merci.